génétique très répandue, la drépanocytose affecte 50 millions de personnes dans le monde. Pour répondre à l'Afrique subsaharienne, au Cameroun, chaque année, plus de 6 000 enfants naissent drépanocytaires. 200 000 drépanocytaires enregistrés dans notre pays. La moitié meurt avant l'âge de 5 ans. Ce sont les derniers chiffres officiels rendus par le ministère de la Santé publique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up consacré à la drépanocytose, notamment chez l'adulte. Mais avant de développer, je vous invite à suivre le sommaire qui vous est proposé par Elisabeth Ngoum. A tout de suite pour la suite. Check-up cette semaine s'intéresse à une maladie génétique, la drépanocytose. Avec des milliers de cas enregistrés chaque année au Cameroun, comment se passe la prise en charge des drépanocytaires dans les centres hospitaliers? Pourquoi et à quel moment doit-on effectuer un test d'électrophorèse? Dr Claude Tsoli répond à ces interrogations dans cette édition de Check-up. Vivre avec la drépanocytose, c'est un document exclusif, témoignage à suivre de Animbi, âgée de 53 ans. Et au bas de votre magazine de la santé, des conseils pratiques vous seront donnés sur des médecines alternatives afin de mieux vivre et vivre longtemps avec la drépanocytose. Bonsoir une fois de plus, merci d'être des nôtres. Le thème de cette semaine porte sur la drépanocytose dont la cause principale est l'absence de tests prénuptiaux. Cette maladie du sang, transmise à l'enfant par les parents, se manifeste par des déformations des globules rouges qui prennent la forme de fossiles développant des occlusions dans les vaisseaux sanguins entraînant des douleurs chez les personnes qui en souffrent. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre ce reportage signé Elisabeth Ngoum. A tout de suite. « 6 000 enfants naissent drépanocytaires au Cameroun chaque année. Ces statistiques sont du ministère de la Santé publique, soit environ 1% des naissances. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse quand on sait que la drépanocytose demeure l'une des maladies qui continue de faire des ravages dans le monde. Encore appelée maladie du sang, les spécialistes de santé définissent la drépanocytose comme une maladie génétique héréditaire. Elle se transmet de parents à enfants. Au test d'électrophorèse, les porteurs du gène de la drépanocytose sont AS. Lorsque les parents sont AS tous les deux, il y a une chance sur 4 de transmettre le gène S à l'une de leurs progénitures. Cet enfant naîtra alors SS, donc drépanocytaire. Notons que l'hémoglobine normale est AA. Alors là, je parlerai plutôt de profils. Nous avons deux profils. Nous avons des profils homozygotes qui sont SS et le profil hétérozygote AS. Alors, ce que nous recommandons, puisque nous ne pouvons pas choisir le partenaire d'autrui, ce qui est déconseillé en général, ce sont les associations AS. De AS ont le risque de faire des enfants SS. Alors, si nous avons un sujet qui est SS et qui est avec un sujet AA, ils pourront avoir des enfants AS. Là, on parlera du sujet hétérozygote. Voilà. La drépanocytose, c'est donc cette maladie qui affecte le sang. Précisément, l'hémoglobine des globules rouges qui se déforment et constituent des vaisseaux. La conséquence immédiate, c'est le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes du corps. Cela va se manifester par des douleurs intenses, des douleurs violentes, des douleurs très fréquentes selon l'organisme de chaque malade. La drépanocytose est une maladie héréditaire génétique qui se caractérise par une anomalie de l'hémoglobine, c'est-à-dire le sujet aura une hémoglobine S. Et par la suite, il produira des globules rouges de mauvaise qualité qui vont rapidement se falciformer et se détruire. Et cela va nous amener à certaines complications, certains signes cliniques parmi lesquels l'anémie et aussi la douleur. Au Cameroun,
C'est un mal qui touche un peu plus de 2 millions de personnes. Elles sont désormais obligées de vivre au rythme des crises. On ne guérit pas de la drépanocytose. Le diagnostic précoce permettrait alors aux médecins de mettre en place un traitement particulier et une prise en charge tout au long de la vie du malade et surtout adaptée aux drépanocytaires. L'éradication de la drépanocytose est possible et cela repose en grande partie sur la prévention. Et c'est dans cette optique que l'hôpital Akintini de Douala a organisé du 13 au 19 juin 2022 la semaine de lutte contre la drépanocytose avec des sensibilisations au grand public sur ce que c'est que la drépanocytose, mais surtout une campagne axée sur le test gratuit d'électrophorèse. Une semaine qui a également permis aux drépanocytaires de bénéficier des consultations gratuites en pédiatrie, psychologie, hématologie, ophtalmologie et bien d'autres services. Le thème de cette année est intitulé drépanocytose et procréation. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, nous nous rendons compte et nous sommes déjà sur les faits. Le drépanocytaire est un être à part entière qui aussi a le droit d'avoir une famille. Et à l'heure actuelle, il y a des drépanocytaires qui sont déjà des parents. Et le choix de ce thème nous incite à continuer à sensibiliser les patients. Et nous avons à ce jour choisi une population un peu plus mature. Nous avons pris les adolescents jusqu'à 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les jeunes aussi aujourd'hui s'engagent. Il y a des parents à 16, 17 ans. Et il est très important de connaître son électrophorèse avant de s'engager dans toute chose. Normalement, on devrait faire le test à la naissance, mais compte tenu des conditions, il est très important de toujours le faire lorsqu'on veut s'engager dans quelque chose. Pas forcément lorsqu'on veut se marier, mais lorsqu'on est déjà dans une situation relationnelle. Mais il est important de le savoir. Si le Cameroun prône le dépistage néonatal pour réduire les chiffres de cette maladie, notons qu'aucune loi n'oblige les citoyens majeurs à effectuer un test d'électrophorèse, surtout avant de se mettre en couple. Voilà qui pourrait participer à réduire le chiffre des personnes atteintes de cette maladie inguérissable. Quant à la prise en charge, elle est loin d'être un acquis pour les malades. L'accès aux antidouleurs n'est pas garanti dans les centres hospitaliers camerounais, encore moins les poches de sang qui font partie du traitement de certains drépanocytaires. Retour sur ce plateau après cet élément sur la drépanocytose. On comprend que le froid favorise la survenue des crises. Boire au minimum 3 litres d'eau par jour met à l'abri des crises en permettant l'oxygénation. C'est en connaissant la maladie que l'on apprend à vivre avec. Tôt elle est dépistée, mieux elle est prise en charge. Désormais constituant une association, les drépanocytaires s'épanouissent dans ces groupes. Ils ont longtemps souffert en silence, non seulement du fait de la stigmatisation dont ils sont sujets dans la société, mais également des douleurs qu'entraîne la maladie. Notre invitée est une personne vivant avec la drépanocytose. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Elle est âgée de 53 ans, épouse et maman de 5 enfants et enseignante du primaire. Annie Mbi, bonsoir. Bonsoir Mireille. Alors bienvenue sur ce plateau. Merci. Parlez-nous de votre maladie Annie Mbi. À quel moment et dans quelles circonstances vos parents découvrent votre maladie? Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 2 ans quand mes parents ont découvert que j'étais malade drépanocytaire. Ça a été un choc pour eux, mais mon papa était un homme avisé. Il a vite compris et ensemble, ils ont pris la peine de m'élever, de suivre les conseils des médecins, prendre tout ce qui était alors possible, faire tout pour que je puisse grandir et être adulte comme aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, votre vie a complètement changé lorsqu'on a découvert que vous étiez déjà malade. Comment vous viviez à cette période-là? Je suppose que vos parents vous ont raconté ce qu'ils faisaient pour que vous grandissiez comme tous les autres enfants. Mes parents me racontaient souvent comment ça avait commencé.
Et l'époque que moi-même je vivais, j'étais encore à l'âge de 6 ans, 7 ans. Je me souviens bien, c'était pas facile. Papa se retrouvait qu'il a fait toutes les dépenses. Il n'a plus d'argent. Je voyais comment la famille se nourrissait mal parce que tout est resté à l'hôpital. C'était très difficile pour mes frères, pour mes sœurs, pour les parents, pour toute la famille. Je partais à l'école, comme tous les enfants. Et même à l'école, il y avait des difficultés. Les enseignants ne comprenaient pas ce qu'on appelait la drépanocytose, encore moins les camarades. À l'école, ma maîtresse m'appelait maladie. Les camarades aussi m'appelaient maladie. Ma maîtresse séparait les bancs, elle enlève un banc devant ou un banc derrière pour que je ne puisse pas être en contact avec les autres malades. Avec les autres élèves? Avec les autres élèves, avec les autres camarades. Oui. Et cela m'affectait beaucoup. Je me sentais diminuée. Je n'avais pas la joie de vivre. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez 6 ans, vous voyez la stigmatisation entre vos camarades, la souffrance de vos frères et sœurs. Je suppose que vous étiez la seule qui était drépanocytaire dans la famille, parmi vos frères et sœurs. En ce moment-là, j'étais encore la seule. Et bien après, malgré que mes parents suivaient un régime donné par les médecins pour qu'ils ne puissent plus faire notre enfant drépanocytaire, c'était l'espacement de naissance. Jusque-là, ça n'a pas donné. J'ai eu une petite sœur aussi drépanocytaire. Que faites-vous lorsque vous avez vos crises à cette époque-là, quand vous étiez toute jeune, et une fois à l'âge adulte, ça se passait comment? Comment vous réagissez après chaque crise ou avant les crises? Qu'est-ce qui provoquait vos crises même? Généralement, c'était le froid qui provoquait les crises. Et une fois que je ne m'alimentais pas bien, les crises venaient. Parfois, c'était un voyage. Dès qu'on voyage, on va par exemple au village, les crises commencent. Ça fait donc qu'à un moment donné, je n'allais pas beaucoup en congé, comme mes frères, ou alors quand maman décide qu'on doit aller au village, on ne peut pas mettre long, parce qu'il faut qu'on revienne. Quand j'étais malade et qu'on était au village, généralement le médecin ne savait pas ce qu'il doit faire. Il prend l'ancien carnet, il cherche ce que le précédent a fait et il essaie de suivre les traces. Le village, c'est où, si ce n'est pas indiscret? Le village, c'est où? Le village, c'est à Ikuda, dans mon atelier. D'accord. C'était très difficile. Parfois, le médecin nous dit qu'il faut repartir à Yaoundé, rencontrer son médecin. C'est comme ça qu'on gérait ces situations. Parfois, avec les médicaments que le médecin a prescrits, on voyage avec, je bois les médicaments, mais la crise ne s'arrête pas là. On a peut-être 2 à 3 jours, voire une semaine. Donc, si je comprends bien, il y avait les voyages, le froid et la mauvaise alimentation qui favorisaient la survenue de vos crises à Nimbi. Oui. Là, nous étions dans les années 1970 et la maladie restait encore mal connue au Cameroun, même jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des personnes qui ne maîtrisent pas bien cette maladie, qui est la drépanocytose. Alors, lorsque vous avez su que voilà ce qui provoque les crises chez moi, que ce soit le froid, la mauvaise alimentation, les voyages, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour ne plus avoir des crises? J'ai commencé à aller dans les associations. C'est là où j'ai compris que le premier médicament, c'est de l'eau. De l'eau à boire. Boire abondamment. Après ça, il fallait être positif dans sa tête. Il faut penser positif. Avoir moral haut. À chaque fois que j'étais malade, quand j'étais petite, je ne voyais pas des aînés drépanocytaires. Parfois, pendant que nous sommes en consultation, on attend que le médecin nous reçoive. Quand je vois une drépanocytaire qui était plus grande, adolescente par rapport à moi, je m'accrochais à elle. Je voulais qu'elle me dise quelque chose. Comment est-ce qu'elle fait pour s'en sortir? Oui, surtout que dans l'imagerie, on vous faisait entendre autour de vous que les personnes drépanocytaires
ne vont pas jusqu'à l'âge de 10 ans. Au début, on parlait de 10 ans, après on a dit 20 ans. Et après, c'est allé, non, on ne peut pas avoir 40 ans. Mais vous êtes la preuve vivante, vous avez 53 ans et je connais de nombreuses drépanocytaires qui ont 80 ans, 90 ans. Je crois que la plus vieille drépanocytaire du monde a 90 ans aujourd'hui, à Nimbi. Donc, oui. Vous accrochez à elle. Je m'accrochais à elle, qu'elle me dise quelque chose. Parce que tellement les gens en parlaient tout autour de moi, on ne se cachait pas pour dire, bon, elle ne va pas grandir, elle ne peut pas atteindre l'âge adulte. Plus les années passaient, plus on changeait légèrement, pas beaucoup. Ça fait donc que à chaque fois qu'on rencontrait un aîné, que je rencontrais un aîné, je voulais toujours l'aborder. Je voulais toujours parler un peu avec cet aîné, ne serait-ce que 5 minutes. C'est comme ça que j'ai connu beaucoup qui étaient mes aînés, Ngono Barbara, Esther Kona, Maï Joseph. Je les ai connus, bon, j'étais très fière de rencontrer ces aînés. Je suppose que vous ne faites plus des crises en ce moment. Je fais des crises, mais elles sont plus régulières. Elles sont plus régulières parce que je sais ce que je peux faire pour éviter les crises. Donc, on peut vivre avec sa drépanocytose sans faire des crises si on maîtrise la maladie. Oui, on fait des crises, mais elles sont légères. Elles ne sont plus grandes. Et s'il arrive qu'on fait des plus grandes, il faut savoir à quel moment se rendre à l'hôpital. Alors, aujourd'hui, vous êtes mariée et vous êtes maman de 5 enfants. Est-ce que parmi vous avez des drépanocytaires? Mes enfants sont des porteurs sains, ils sont des AS. Ils ne sont pas drépanocytaires parce que leur papa est AA. Alors, parlez-nous de vos maternités. 5 enfants pour 4 grossesses. Vous avez fait des jumeaux, on comprend. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Parce que dans l'imagerie également, on dit que les personnes qui souffrent de drépanocytose, les femmes surtout, auront du mal à mettre au monde des enfants. Mais pourtant, vous l'avez fait. Au départ, c'était pas facile parce que même à l'hôpital, on arrivait à un moment donné. Je me souviens lors de ma première grossesse, quelqu'un qui portait la blouse blanche m'a dit, je suis allée vers lui pour retirer mes résultats des examens que j'avais faits pour présenter au médecin. Quand il m'a remis, il me demande, vous êtes drépanocytaire? J'ai dit oui, il me dit, mais vous n'allez pas vivre. Ton bébé et toi, vous allez mourir. J'ai eu très mal d'entendre ça de quelqu'un qui porte une blouse blanche. J'ai eu très mal. Bon, je suis allée voir le médecin après. Tout ce qu'il me disait, ça ne passait pas. Parce que j'avais déjà... Quelqu'un avait brisé mon espoir. Ça ne passait pas. Ce qui fait que le médecin était... Il me dit, mais je venais de te rencontrer tout à l'heure. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, docteur, vraiment, il faut me dire la vérité. Si vous sentez que ça ne va pas, pourquoi dépenser autant d'argent? Il me dit, non, ça va aller. Il a pris des séances pour me remonter. Ça a pris du temps de me remettre en confiance. Il me rencontrait, me donnait des rendez-vous 2 à 3 fois par semaine, jusqu'à ce que la confiance est revenue. Et ça s'est bien passé. Les consultations étaient difficiles, parce que maintenant, beaucoup de choses ont changé. À cette époque-là, il y avait un endroit où on nous consultait, on appelait des consultations pour des grossesses à haut risque. On consultait 1 fois par semaine avec 1 ou 2 examens à présenter. Ça coûtait cher, ça revenait trop cher. Mais aujourd'hui, il y a des gynécologues qui consultent au tarif normal pour les autres drépanocytaires aussi, comme toutes les femmes. Donc, si je comprends bien, votre principale difficulté, ça a été lors de votre première grossesse. Ce médecin qui vous avait fait douter, qui vous avait annoncé, qui vous avait dit des choses qu'il ne fallait pas, qu'il ne devait pas. Mais sinon, pour les autres 3 grossesses, ça s'est bien passé? Les autres grossesses se sont très bien passées. Je n'ai pas été malade, pas d'hospitalisation pendant la grossesse. La grossesse des jumeaux, je dirais que j'ai accouché, je n'avais pas les douleurs des contractions. Je n'ai pas eu de douleurs. J'ai accouché et toutes les grossesses, j'ai accouché normalement par voie basse. Même la grossesse des jumeaux où on avait prévu une césarienne parce que
Quand j'ai fait l'échographie, c'était la dernière échographie, le médecin m'a dit que les enfants n'étaient pas bien couchés. On était couchés verticalement, l'autre horizontalement. Ça ne pouvait pas aller par voie basse. Il fallait qu'on prévoie une césarienne. Bon, le Seigneur a fait grâce. Ils ont changé de position et puis ça s'est bien passé. Alors, l'on dit généralement dans l'imagerie populaire que les personnes drépanocytaires n'atteignent pas l'âge adulte, c'est-à-dire ne vont pas au-delà de la quarantaine, vont décéder. Mais vous êtes la preuve vivante sur ce plateau, 53 ans, à Nimbi. Je suis fière d'avoir atteint cet âge parce que moi-même, je ne croyais pas. Et maintenant, je suis fière. Tout ce que je veux, quand je rencontre des jeunes drépanocytaires, j'essaie de donner du courage. Ne pas suivre ce que les gens racontent, suivre les conseils du personnel médical. Prendre sa santé en main. Penser toujours positif, tout est possible. On peut boire des médicaments, nous vivons tous des médicaments, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous militez dans une association de défense des droits des drépanocytaires, comme la majorité des personnes drépanocytaires, et vous avez organisé plusieurs activités, notamment une marche sportive liée à la célébration le 19 juin de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Alors, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent à Nimbi avant qu'on ne se sépare. Ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est que tout jeune doit faire le test de dépistage de l'électrophorèse. Avant de vous marier, présentez d'abord les tests. Vous faites vos tests, votre conjoint aussi, pour que vous fassiez des enfants qui ne sont pas malades. Et ceux qui sont déjà malades, beaucoup de courage, ne baissez pas les bras. Il faut rejoindre des associations, apprendre la drépanocytose, c'est une école. Et vous saurez comment prendre soin de vous-même. Merci à Nimbi d'être venue sur ce plateau. Merci Mireille de m'avoir invité. On permet de parler aux téléspectateurs, aux jeunes sœurs et jeunes frères drépanocytaires. Poursuivre ce programme, vous parler de toute autre chose. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up. Après l'échange avec notre invité, intéressons-nous à des conseils pour améliorer la santé globale. Et ce soir, le conseil porte sur les médecines alternatives pour les personnes drépanocytaires. Quelles sont les approches complémentaires pour limiter la consommation des médicaments et améliorer le bien-être des malades? Sont-elles disponibles au Cameroun? Réponse dans la chronique conseil que nous propose le docteur Ginette Chayom. On l'écoute. La drépanocytose est une maladie chronique qui impose aux personnes atteintes et à leurs familles une prise en charge médicale souvent pénible et coûteuse tout au long de leur vie. Dès la petite enfance, les malades sont obligés de prendre des médicaments tous les jours et malgré cela, ils peuvent quand même faire des épisodes graves qui nécessitent des hospitalisations et parfois des interventions chirurgicales. Les parents et les enfants sont donc souvent épuisés par tous ces médicaments et des approches de médecine alternatives peuvent les soulager. Aujourd'hui, nous parlerons de quelques solutions de médecine complémentaire qui peuvent apporter un répit aux personnes drépanocytaires. Les principales médecines douces sont les traitements biologiques à base de plantes en phytothérapie ou aromathérapie. La phytothérapie. Plusieurs extraits de plantes sont utilisés pour soulager les douleurs des patients drépanocytaires. Deux en particulier sont bien connus, le pommier de Sodome et le fagar à jour, connu sous le nom de Faka, développé au Burkina Faso en particulier. L'ostéopathie.
Elle utilise les massages, des étirements, des mobilisations des articulations et des vertèbres. Le massage thérapeutique, il soulage aussi efficacement les douleurs des drépanocytaires, de même que leur anxiété et la déprime. Les parents qui sont formés au massage peuvent eux-mêmes l'administrer à leurs enfants avec beaucoup de bonheur. Cela rend les parents confiants et les malades aussi face à la survenue de nouvelles crises. Il existe aussi le massage neuromusculaire qui consiste à exercer une pression plus approfondie sur des zones musculaires. Ces techniques permettent de réduire l'intensité des douleurs, des tensions, la consommation des médicaments et ils favorisent la relaxation. Les massages permettraient aussi de réduire la durée et la fréquence des hospitalisations et l'intensité des crises. L'homéopathie, elle consiste à administrer des doses très faibles de substances qui, à des doses plus élevées, provoqueraient des symptômes identiques ou que l'on veut soigner chez les malades. La thérapie manuelle avec des techniques de manipulation comme l'ostéopathie ou la chiropraxie. Les techniques corps-esprit comme la méditation ou la sophrologie qui font appel à la respiration. Et les pratiques comme l'acupuncture et l'homéopathie. Rassurez-vous, plusieurs études ont été menées pour apprécier l'efficacité de ces médecines alternatives et les résultats montrent qu'elles soulagent vraiment la souffrance physique et psychologique des patients drépanocytaires. Les plus utilisées de ces techniques sont la phytothérapie, les massages thérapeutiques, l'homéopathie, l'acupuncture et l'ostéopathie. L'acupuncture est une technique originaire de Chine et qui est basée sur la circulation de l'énergie dans le corps grâce à l'utilisation d'aiguilles. Elle peut être très intéressante et efficace chez les enfants si bien sûr ils n'ont pas peur à la vue des aiguilles. Les points stimulés par ces aiguilles provoquent la libération d'endorphines et de composés qui soulagent la douleur. À toutes ces approches, il faut ajouter l'alimentation qui doit être riche en vitamines et sels minéraux et en particulier en vitamine B9. Sans oublier la place d'un sommeil efficace et des activités au grand air. Nous souhaitons beaucoup de courage aux personnes drépanocytaires et à leurs familles et une bonne exploration de ce sentier de médecines alternatives qui peuvent certainement leur apporter un grand soulagement. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée à la drépanocytose chez l'adulte. Vous avez pu écouter un autre invité, Alimbi, maman de 5 enfants, drépanocytaire âgée de 53 ans, qui est revenue sur les difficultés rencontrées jusqu'à cet âge et ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des crises. Vous avez également écouté le docteur Ginette Choyong, qui est revenu sur les médecines alternatives pour les personnes drépanocytaires. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-les-nous savoir via notre page Facebook en tapant le marque de la santé en un seul mot avec un L, un S et un M majuscule. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS ou des messages de WhatsApp via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.